bienvenue et merci d'être là pour ce premier live d'Elpha Conseil. Donc on vous accueille chez nous, chez Delpha Conseil, pour ce premier live qui se veut un peu différenciant par rapport au webinaire habituel. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler de la surélévation, qui est un sujet assez à la mode, on va dire. Et pour en parler, on va accepter de m'accompagner Paul Joubert, qui est en charge des investissements en Europe pour la société Invesco, ainsi que Bruno Bouchot, fondateur de l'agence Bouchot Architecte, en tant que technicien et homme de l'art. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite. Je vous précise que vous avez un chat en live sur lequel vous pouvez poser vos questions, qu'on pourra effectivement poser à l'antenne en même temps. Et donc on va démarrer tout de suite avec toi Bruno, et commencer par un petit historique, savoir d'où vient cette idée de surélévation des immeubles parisiens, mais plus généralement en France. Alors tout d'abord, merci de ton accueil. Le sujet de la surélévation, c'est un sujet urbain. C'est clair que l'homme des cavernes ne se posait pas la question. Lorsqu'il est sorti de sa caverne et qu'il s'est installé en milieu rural et qu'il a commencé à se sédentariser, la question de la surélévation n'était pas un sujet. À partir du moment où les hommes se sont réunis en villages un peu formés et surtout en ville, la pression sur le foncier a créé le besoin ou éventuellement l'opportunité de créer la surélévation pour augmenter sa surface habitable, éventuellement augmenter sa surface locative, valoriser son foncier. Les techniques de construction aussi ont permis de faire évoluer considérablement les possibilités de surélévation. On voit bien que les bâtiments en pan de bois étaient assez indiqués pour ça, et on retrouve aujourd'hui dans la construction en bois cette facilité d'augmenter à la fois la surface et la hauteur. Donc on va dire que la surélévation, elle est venue un peu naturellement, par opportunité, et puis dans un esprit capitaliste de valorisation de sa propriété. Mais est-ce que ces derniers temps, ces 10, 20 dernières années, ça a eu un essor plus important que par le passé? Alors je pense que aujourd'hui, la pression sur le foncier urbain, la recherche de terrain libre pour pouvoir à la fois réhabiliter, rénover, étendre la valorisation de son actif, a fait qu'à Paris, on ne fait pas une surélévation pour faire une surélévation, mais dans le cadre d'une réhabilitation lourde d'un bâtiment, et qu'on a du volume résiduel, on va aller chercher la surélévation parce que ça crée à la fois des terrasses accessibles, et c'est quand même dans l'air du temps de se retrouver avec des espaces extérieurs en milieu urbain. Et puis ça va donner aussi de la hauteur aux étages, éventuellement du volume en attique, avec des vues, des séquences, des espaces plus communautaires. Donc c'est vrai que ces dernières années, la pression est forte pour aller chercher le maximum de surface et de volume. Je pense que la problématique de l'investissement... Et ça, Paul, du coup, vous confirmez qu'effectivement c'est un sujet, entre guillemets, relativement récent, d'un point de vue valorisation, où on a tous les trois plusieurs dizaines d'années d'expérience dans l'immobilier, ou est-ce que c'est un sujet qui a toujours été à l'ordre du jour en investissement? Pour nous, ça a toujours été à l'ordre du jour, selon les marchés, selon les possibilités, selon les réglementations qui sont en cours. Moi, je dois dire que c'est un des axes de création de valeur, il y en a d'autres, mais là où il faut être clair, c'est que la création de valeur, elle n'est pas uniquement pour juste gagner de l'argent, elle est aussi comme un moyen de transformer nos immeubles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que le monde est en train de changer, on voit bien que nos immeubles, on a besoin de les adapter, ils peuvent être vieux, pas vieux, bon, on peut vouloir amener de l'écologie, de l'économie d'énergie, tout ça, ça a un coût, et on ne peut pas le faire si derrière, il n'y a pas moyen de financement. La création de valeur, la transformation et la capacité à rajouter des surfaces permet, d'une certaine manière, nous autorise, nous permet de faire cette transformation. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pouvoir se dire, je prends un immeuble, je lui rajoute des surfaces, et grâce à ça, je vais pouvoir en faire un bâtiment exceptionnel, aux normes, avec tous les agréments que vous voulez, tous les labels économiques, green, etc. Et en faire un immeuble du futur, c'est quand même exceptionnel et c'est génial. C'est ça qu'on essaie de faire, je crois. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la surélévation, ce n'est pas uniquement une forme bâtie, ça peut être aussi des surfaces extérieures.
Donc atteindre le maximum de la constructibilité, c'est offrir aussi des espaces extérieurs. Donc on est dans une vision très urbaine, puisque quand on est à l'extérieur, on a des points de vue. Et ces points de vue, c'est un espace partagé que représente la ville. Et je pense qu'on a peut-être assez récemment repris conscience que la ville, c'était aussi, ça appartenait à tout le monde, aussi bien quand on est à son poste de travail que quand on est dans son appartement, dans son logement. Et je pense que c'est un bien pour la ville d'aller chercher effectivement cette hauteur. Du coup, ça introduit bien ma question d'après, c'est en quoi ça redessine la ville, donc pour toi le technicien Bruno, et pour vous Paul aussi, quel avantage ça apporte, on vous l'a un petit peu dit tout à l'heure déjà, mais quel avantage ça apporte d'un point de vue investisseur de surélever, Bruno s'il te plaît, sur la technique de redessiner la ville justement. On peut lire facilement à Paris le avant Haussmann et le après Haussmann, ou la période haussmannienne. On a défini de façon très claire, je dirais, un nivellement, une stratification verticale des bâtiments, des avenues plus larges, des places en étoile, un bâti très structuré avec l'arrivée de l'ascenseur, le deuxième étage noble, avec la plus grande hauteur, le balcon filant. Donc tout ça, on conçoit bien évidemment que avec la révolution haussmannienne dans l'urbanisme parisien, on a dessiné la ville. À Paris, de façon un peu originale, j'imagine, par rapport à d'autres villes de pays européens, on s'est un peu arrêté comme une valeur absolue atteinte, qui est Haussmann et pas grand-chose après. Heureusement, il y a eu des tentatives. Tout le quartier de Montparnasse, avec la tour Montparnasse, a montré qu'on pouvait percer le plafond haussmannien et que ça créait des symboles, ça créait des monuments. On a fait ça aussi dans le 15e, en front de Seine, le quartier de Beaugrenelle. Alors, quand on va chercher de nouvelles hypothèses, on commet des erreurs peut-être, on essaie de les rattraper par la suite, mais ça fait vivre et ça modifie le skyline de la ville. Et on peut très bien imaginer que New York était un village au départ et qu'aujourd'hui c'est Manhattan, et que la vie poussant, la pression urbaine poussant, on change la ville dans sa verticalité. Et du coup, est-ce que tu n'as pas peur que le fait de combler un petit peu toutes ces dents creuses un peu neutralise cette skyline en fait finalement, puisque tout sera égal? Question. Moi, j'ai pas peur déjà. C'est un principe. Je suis plutôt gourmand, je suis plutôt intéressé, je suis plutôt curieux. Donc, je trouve que on est dans un pays avec une législation, une société de droit. Et je pense que quand le PLU, les règles d'urbanisme ont défini une hauteur maximum, chacun sur sa parcelle peut se poser la question de la rentabilité de son actif par rapport à cette hauteur. Donc combler les dents creuses, adossé à des pignons qui ne sont pas toujours très esthétiques et qui sont en fait des résidus du passé, je trouve que la surélévation dans ce cas, c'est une sorte de rattrapage de l'histoire. Et je n'y apporte pas de prérequis négatifs, d'inquiétudes particulières, avant c'était mieux, demain ça va être horrible. Non, pas du tout. Toi, ça embellit la ville ou pas? Ah, certainement, certainement. En tout cas, ça offre la ville à plus de monde. Et pour moi, dans un acte politique et social, je pense que c'est mieux que de dire allez vous installer à 50 bornes, vous verrez, c'est le paradis. Et donc, du coup, dans ma question, il y avait un deuxième volet, c'est pour vous, Paul, en quoi, justement, surélevé, quel avantage ça présente pour vous? Je parle d'un point de vue immobilier, pardon, avant de parler de création de valeur, d'un point de vue immobilier, en quoi c'est un avantage de surélever sur vos actifs? Bon, si on prend l'exemple de l'immeuble qu'on vient de livrer, je crois qui a fait un peu de bruit sur le marché, qui est le 173 boulevard Haussmann. C'était un immeuble, en fait ce sont deux immeubles l'un adossé à l'autre, pas du tout de la même époque, avec des planchers pas du tout au même niveau, aucun fonctionnement entre les deux immeubles, donc quelque chose qui fonctionnait mal, un immeuble d'angle beaucoup plus bas, faisant face à l'étoile, donc quand vous descendez de l'étoile, vous tombez sur cet immeuble, avec un pignon donc, du deuxième bâtiment beaucoup plus haut derrière, on imagine bien les tags, tout ça. Donc quelque chose qui avait pas beau finalement dans la ville, à quelques mètres ou centaines de mètres de l'étoile,
Donc déjà sur ce plan-là, et on le voit bien, je veux dire, qui se balade dans Paris sans se dire tiens c'est bizarre, ce trou c'est moche ou bon. Donc oui, il y a le risque d'avoir une trop grande unification, mais il n'empêche qu'il y a des endroits où ça permet sur le plan immobilier d'améliorer au niveau de la ville, de l'image de la ville. Les vidéos que vous avez faites, qu'on peut voir en ligne, je recommande à tout le monde d'aller voir, elles sont super bien faites. Il y en a une sur la façadisation, je crois. Ouais. Et c'est vrai que la façade, d'une certaine manière, des villes, la façade de nos immeubles appartiennent aussi aux gens qui s'y promènent. Hein. Et d'une certaine manière, quand c'est moche, ben, ça nous permet de changer ça, peut-être de l'améliorer en tout cas, de corriger les erreurs. Je ne sais pas comment on va faire pour les dents hautes, par contre, des années 70. On commence à y retoucher, mais voilà. C'est comme ça que moi je participe, je crois. Et donc, du coup, ça introduit la question qui suit. C'est en quoi pour vous c'est un levier de création de valeur, un peu différent d'un développement from scratch, j'ai envie de dire. Vous y trouvez une plus-value supplémentaire ou alors c'est un développement, une création de valeur, somme toute comme les autres? C'est pas exactement somme toute comme les autres. D'abord parce on travaille avec un bâti, alors que parfois on part de rien et on a une page blanche et on peut réfléchir à un produit neuf adapté. Là, c'est vraiment un peu le sujet que j'ai pointé, je crois, avant, c'est de dire on a un bâti, on a un existant, on a des outils qui sont là, et à un moment ils sont obsolètes, ils sont plus adaptés et on doit les transformer. Parfois on peut, parfois on ne peut pas, selon les réglementations et les législations qui sont en place. Et le fait de pouvoir avoir les coudées assez franches, ça nous permet de faire des beaux projets, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Allez voir cet immeuble, ce qu'on a fait l'architecte, c'est PCA Stream qui a fait ça. Vous allez voir une réécriture de la toiture parisienne qui normalement est en zinc, là en écaille de verre photovoltaïque. Enfin, on peut continuer à réfléchir, à travailler, et plus on a les coudées franches, plus on peut mettre de l'argent dans le dossier et faire un beau produit pour les générations futures. C'est-à-dire, là en l'occurrence, il y a une ferme bio sur le toit, on retraite les eaux grises sur notre toiture, on arrose notre végétation. On a aussi un système en attente pour retraiter les eaux, pour ramener les eaux grises dans les toilettes. C'est pas en marche parce que c'est interdit en France, c'est une règle, on ne sait pas, mais on nous parle de ça. Mais le système est là, on ne peut pas l'ouvrir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amener de l'eau de nos plantes dans les cuvettes de toilettes. Peut-être que les gens veulent boire, je ne sais pas. Voilà. Je rigole, mais on a les mêmes problématiques dans d'autres pays, hein, on fait les mêmes opérations. Mais pour moi, c'est un peu plus qu'un projet from scratch. On part d'un existant, on améliore. Ouais. Moi, je voudrais achever ce que vous dites. C'est que la surélévation, c'est un des éléments de la réhabilitation lourde d'un bâtiment. Ce n'est pas forcément obligatoire, c'est en tout cas tentant de se poser la question de faire cet exercice lorsque c'est possible. On pourrait imaginer, ben non, les surélévations sont totalement interdites, donc vous rasez l'immeuble et vous reconstruisez. Ça pourrait être une règle d'urbanisme, à Paris elle n'existe pas. Et elle n'existe pas parce que nous aussi, architectes, travaillant pour les investisseurs, on se garde de tout démolir, parce qu'il y a des droits acquis dans l'existant, des alignements par rapport à la rue, des présences de trous, des vides, qui sont des avantages, des qualités que l'on veut préserver. Donc très vite, quand on fait l'analyse critique du bâtiment sur lequel on intervient, ben, on préserve l'existant de bonne qualité, haussmannien, en pierre de taille, une signature au niveau du piéton qui est finalement assez homogène avec le reste de la rue, donc on va le garder. Et ce n'est pas notre génération, les générations précédentes ont déjà fait des surélévations et quelquefois on en hérite. Le 22 Malesherbes, qui est un immeuble qu'on a réhabilité pour le compte d'AG2R La Mondiale, s'est posé, c'est-à-dire qu'on a modifié les hauteurs de baies des façades existantes sur le boulevard Malesherbes, parce qu'il avait été déjà surélevé 2 fois et que le bâtiment avait été totalement effondré à l'intérieur et avec une reconstitution de plateau. Donc on a des possibilités d'intervenir sur le bâti en respectant l'architecture, je dirais l'ordonnancement classique,
mais de surélever ou de modifier les surélévations pour y apporter le maximum d'agilité, d'ergonomie et de qualité. Et l'environnement, le traitement des qualités environnementales, nécessite de se poser beaucoup de questions sur la partie toiture, puisque c'est à la fois l'espace qui fait s'évaporer l'humidité et la chaleur d'un bâtiment, et donc le fait de le traiter en serre agricole, en espace extérieur, de point de vue, tout ça, c'est véritablement offrir des outils de qualité dans la performance des immeubles de logement comme des immeubles de bureaux. Et la création de valeur, elle passe forcément par la création de surface quand on surélève? Ah non, alors justement, oui, ça c'est un point très intéressant parce que on ne fait pas forcément la création de l'extension pour juste faire de la création de surface. L'immeuble dont je parlais à Paris, c'est pas toujours le cas, mais là en l'occurrence, on n'a pas créé de surface réelle, on est à périmètre zéro, c'est-à-dire qu'on a autant de surface qu'avant. Comment ça se fait? On a rajouté des étages, mais non. C'est pour répondre à votre question. Vous avez remarqué que les immeubles, avec le temps, ils s'enfoncent. C'est-à-dire que les gens ont tendance à creuser, on se retrouve avec des bureaux en sous-sol, des salles de réunion en -3, en fait, des choses comme ça. Et donc on se retrouve avec des surfaces de bureaux qui ont été qualifiées bureaux, mais qui sont complètement inexploitables. Donc oui, cette création de valeur, elle passe par la transformation d'espaces mauvais pour travailler dedans, salle de réunion sans lumière. Si je vois il y a des BD partout, c'est sympa, c'est bien. Il y a de la lumière. Bon, c'est pas toujours le cas, on a tous été dans les salles de réunion en 100 jours. Ces espaces-là, transformer un immeuble, faire de l'extension, ça permet de remonter ces surfaces en étage et en faire des bonnes surfaces. Pourquoi c'est bon pour nous? Parce que nous, évidemment, des salles qui étaient en sous-sol n'ont pas les mêmes, vous voyez, que les salles qui sont en étage, on n'a pas les mêmes vues, voilà. Et donc on a la possibilité de repayer nos travaux, de financer ces opérations de transformation et de mise à jour par cette c'est la valeur d'usage. Extension. C'est la valeur d'usage qui monte et ça nous permet d'avoir un produit exceptionnel pour l'avenir. On va attaquer celui qui fâche un petit peu. Est-ce que c'est facile de faire une surélévation ou est-ce qu'il y a des freins? On a un petit peu la réponse déjà, ne serait-ce que sur le ton de ma question. Qui commence? Qui tire? Non, mais on va chacun parler un peu de notre expérience et que effectivement, on n'est pas des lapins de 6 semaines, donc on s'est collé déjà à ce type de problématique. Mais je dirais que si on prend Paris comme terre d'exercice, c'est de toute façon complexe d'intervenir sur un bâti existant à Paris, qu'on fasse une surélévation ou qu'on n'en fasse pas. La surélévation, c'est changer physiquement la physionomie, la façade, vue par les riverains, vue par les utilisateurs, les locataires, mais également le piéton. Donc c'est un sujet touchy parce que c'est un sujet qui nécessite du courage, et le courage on ne l'a pas forcément de façon innée, et qui nécessite du temps. Et le temps, c'est beaucoup d'argent, surtout dans nos métiers. Et donc, toute la chaîne de conception et de prise de décision, avec le maître d'ouvrage, quelquefois même avec le locataire, qui est déjà identifié au début de l'opération, il faut arriver avec l'administration de la ville et de l'État, arriver à trouver un consensus global. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on peut dire qu'on y a. Avant de parler, Paul, j'aurais juste posé une question, c'est dans la mesure où le PLU il autorise à surélever ces dents creuses, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on s'y prend mal pour le faire, puisqu'il y a une volonté de le faire par l'État, puisqu'on l'a autorisé dans le PLU, est-ce qu'on ne cherche pas à critiquer finalement l'autre avant de se regarder soi-même, se dire peut-être qu'on s'y prend mal? Moi je pense qu'un bon dossier, ça s'écrit avant de se dessiner. Parce que ça veut dire que tout le monde va comprendre le texte qu'on écrit. C'est-à-dire l'envie, l'ambition. Ensuite, on va faire des petits croquis pour, je dirais, convaincre et étayer la démarche, le concept. Et on va voir plusieurs fois les instances. Et on va peut-être bénéficier de son antériorité avec l'administration, la confiance qui s'est établie dans les relations de personne à personne. C'est toujours comme ça. Le PLU, c'est une règle. On est dans un état de droit, mais il y a toujours l'interprétation du cas particulier liée à la règle. Et ça ne se fait qu'entre des gens de bonne volonté. Et vous, Paul, sur votre sujet de Haussmann particulièrement, je crois que le projet a été assez long. Quels ont été les freins administratifs, politiques, auxquels vous avez eu affaire?
Alors le projet, pour vous donner une petite idée, une opération comme ça, en général, bon, on en a une trentaine en Europe aujourd'hui, on dépense à peu près 800 millions d'euros de travaux par an. Ça vous donne un peu, voilà. Une opération comme ça, c'est pour nous 1 an de permis, d'autorisation, et c'est 2 ans de travaux, disons. Allez, en 3 ans, on devrait avoir sorti l'opération. Sur Haussmann, ça nous a pris quasiment 5 ans, 4 ans et demi, et c'était pas prévu. Autant vous dire que ça nous a pris 1 an et demi de plus que prévu, et que ça coûte très cher de porter un investissement vide pendant 1 an et demi. Et si on n'avait pas été aidé par un marché qui s'est valorisé entre-temps, peut-être que l'opération n'aurait pas été aussi exceptionnelle. Parce que quand il y a de l'argent, on peut faire quelque chose de beau. Quand il n'y en a plus, on réduit. Donc, voilà. Les freins administratifs, et là, on n'est pas les seuls en France. On a les mêmes problématiques dans d'autres pays d'Europe. J'ai des immeubles problématiques similaires à Milan. Frein administratif, c'est que il y a plusieurs partenaires qui doivent prendre des décisions qui ne sont pas en accord entre eux. Il faut bien le dire. Vous avez d'un côté la ville qui veut faire de la densification, vous avez de l'autre côté des structures qui protègent, ou le Vieux Paris, ou les monuments de France, ou les bâtiments de France. Tous ces gens-là ne sont pas en accord entre eux, et même au sein de leur propre agence, ils ne sont pas en accord. J'ai vu des patrons dire oui et leurs collaborateurs dire non. Ça arrive. Nous, moi, je suis neutre, je suis les règles, je suis un institutionnel, je travaille dans un ensemble de règles. Évidemment, il y a des sujets comme ça où il n'y a plus de règles. C'est pas légiférer, c'est difficile de légiférer l'esthétique. Comment on le fait? Eh bien, on le fait par ce que tu as dit, c'est trouver un consensus. Ça marche pas mal, ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs opérateurs qui disent, d'accord, là, on est un peu dans le flou, il faut qu'on soit tous d'accord. Ça s'appelle le consensus. On fait tous ça dans nos entreprises, dans notre vie de tous les jours. Ça peut marcher très très bien. La problématique en tant qu'institutionnel investisseur, c'est pas tant ça. C'est le temps que ça prend. On peut se mettre d'accord tous les 3 ici sur un projet en quelques semaines, des études, mais des mois quand même. Un permis, pour nous, c'est entre 6 mois et 1 an. Celui-là nous a pris 9 mois de plus que prévu. 9 mois de consensus, de discussion. C'est beaucoup, 9 mois quand même. Et 6 mois et 1 an, c'est à Paris, parce qu'en province, c'est plus rapide. Ah, certainement. Il n'y a peut-être pas la même problématique de façade haussmannienne. C'est vrai, mais l'instruction d'un permis est normalement cadrée. À Paris, il y a une petite exception. Moi, je ne jette pas la pierre. Je vous dis, encore une fois, on a exactement dans les mêmes positions, la même problématique, voire pire, à Milan, où tout le monde veut faire, mais il y a des impossibilités juridiques. Donc mon propos n'est pas de dire c'est pas bien. Je pense que le principe, le fonctionnement n'est pas si mal, cette histoire de recherche de consensus. Mais franchement, aidez-nous, les investisseurs, aidez-nous à savoir le temps dans lequel ça se passe. Le pire pour nous, c'est de ne pas savoir, parce qu'on ne peut pas comptabiliser, on ne peut pas compter, et donc il y a un risque, et s'il y a un risque, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne peuvent pas prendre ce risque. Si on sait sûrement, ça tient dans cette époque. Franchement, des permis qui ont été refusés, il n'y en a pas beaucoup. On arrive au consensus, donc ça fonctionne. On discute, et c'est super, parce qu'on arrive à des bons résultats. Mais qu'on le fasse dans un cadre de temps qui soit limité, autorisé. Et je ne vous parle pas des recours, parce qu'on peut peut-être en venir, je ne sais pas si c'est prévu, mais on a eu un recours. Des recours, il y en a tout le temps. Les assos, vous avez vu sur la gare du Nord en ce moment, là il y a des recours dans tous les sens. Moi je ne fais pas partie de cette affaire, mais ça me paraît hallucinant, le nombre de recours. Il y a tout le temps quelqu'un qui, tout seul, avec son couteau, peut arrêter une opération. Et si on fait une petite digression, la loi légiférant les recours n'a pas eu d'effet sur la diminution des recours? À voir, je pense que si. Je pense que si. En tout cas, nous, on a eu des recours frauduleux, qui est une structure qui a attaqué je ne sais pas combien de permis de construire à Paris. Finalement, on a pu démontrer qu'il touchait de l'argent, qu'il y avait de l'argent. Bon. Il a fini, je crois, dans une position pénale pas très bonne. Et toi, Bruno, tu constates que cette loi a eu un effet positif ou pas spécialement? Moi, je ne connais pas bien le recours, parce que sur aucune de nos opérations, nous n'avons eu de recours. Ça fait plus de 20 ans que faut travailler avec Bouchot architecte du coup pour ne pas avoir recours, c'est ça? Je dis pas ça parce qu'il suffit que je le dise et le prochain permis, il y aura un recours. Mais peut-être que c'est lié aussi à la méthode de travail, c'est-à-dire que de bonne foi et en bonne intelligence,
on respecte le PLU, mais il y a de l'interprétation, il y a toujours du cas particulier. Ce cas particulier, on ne peut pas le légiférer, et heureusement qu'on ne le légifère pas, parce qu'on rentrerait dans une sorte de dogme que plus personne ne pourrait toucher. Donc ce qui est bien, c'est qu'en discutant, on arrive, je veux dire, les architectes des bâtiments de France sont les architectes Boyer sont les architectes, donc on arrive à discuter des sujets. Le recours, quand il est abusif, il faut que la loi sanctionne. Et aujourd'hui, ça a été fait à Paris, et je pense que c'est une très bonne chose, parce que se rajoutant à un temps qui est déjà long pour la négociation avec les institutions, rajouter un temps juridique pour aller au tribunal, prouver sa bonne foi, parce que de façon incertaine quelqu'un et injustifiée, quelqu'un utilise de façon abusive son droit de faire un recours, je pense que là, la charge est bonne, quoi. Oui, ce que ça change quand même, c'est que jusqu'à présent, n'importe qui, certaines réglementations, pouvait faire un recours sur une opération tout seul. Et le traitement de ce recours pour finalement arriver à dire non, il n'a aucune justification, ça peut durer jusqu'à 4 ans. Est-ce que c'est pas ça le plus contraignant? C'est pas le c'est ça recours qui fait lui-même, que c'est on le s'en délai de fout du traitement du recours. recours. Ouais. On veut bien en parler du recours. Ouais. Non, ce qui ne va pas, c'est que ça nous oblige à le faire durant 4 ans, sinon, sauf à payer. Donc en fait, c'était un effet de levier fabuleux. C'est que n'importe qui venait voir une grosse opération, disant, dis donc, non, ça me passe, je voudrais 10 000. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, non, tu ne vas pas avoir 10 000, ça ne vaut pas 10 000, en un temps beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui change tout. Okay. Donc là, on sait qu'aujourd'hui, c'est possible de surélever. Oui. C'est pas évident. Du coup, si on voulait se donner quelques grandes lignes, quelques fondamentaux pour se dire, ok, je veux réussir ma surélévation, c'est pas un blanc-seing, c'est pas la martingale pour réussir sa surélévation, mais quelques grands codes d'urbanisme qui permettent à respecter en tout cas, à minima. Absolument, Voilà. je veux réussir ma réhabilitation dans lequel j'ai un potentiel de surélévation. Ce que j'ai un peu dit déjà tout à l'heure, c'est que pour se confronter aux administrations, c'est-à-dire, on va dire la ville, le Voyer, l'ingénieur Voyer, l'architecte Voyer, la ville encore, la commission du Vieux-Paris, l'État, le service des architectes des bâtiments de France, il faut avoir un dialogue construit. Il ne faut pas avoir qu'un dessin. Le dessin n'est que l'expression de sa capacité à réfléchir et à sélectionner ce qui est indispensable, ce qui est ensuite artificiel ou qui accompagne le geste mais qui n'est pas essentiel. Donc je pense que, et je trouve que c'est bien, parce qu'entre le début de ma carrière et aujourd'hui, les permis, la quantité de documents, la précision de ces documents, c'est quand même bien alourdi et c'est une bonne chose. Il faut donc que la démarche de l'architecte et de l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, parce que je n'oublie pas aussi tout ce qui est ingénierie et assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui doit accompagner le dossier, c'est une réflexion qui est fondée, qui est étayée. Alors sur certaines opérations, on aura un dossier d'enquête historique fait par le GRAD ou les autres, pour donner une base historique. À Paris, c'est indispensable. Et ensuite, de cette base historique, on se mettra soit en accompagnement, soit en rupture, pour que la stratification historique soit toujours lisible. Il y a des choses qui sont en parfaite rupture et qui sont très réussies, il y en a d'autres qui sont ratées, ça c'est vrai. Mais je pense que la première des choses, c'est d'avoir un dossier qui, dans le propos et dans les croquis qui expriment la démarche et dans le dessin final, on ait une vraie théorie structurée. Parce qu'on ne peut pas défendre autrement. Le premier point, c'est un dossier. C'est un peu l'ISO presque, c'est j'écris ce que je veux faire. Ouais. D'accord. Oui, parce que quand je l'écris, 100% de mon auditoire comprend ce que j'écris. Parce que c'est du français ou de l'italien. Quand je commence à le dessiner, j'ai 50% de l'auditoire qui ne comprend plus. Parce que, on l'a vu dans l'espace, c'est pas à la portée de tout le monde, ça nécessite une formation, une appréhension. Donc, écrire longtemps, c'est se garantir qu'on va avoir ensuite un dessin qui sera un peu mieux compris. Et je crois que c'est indispensable. Et en particulier sur les opérations de réhabilitation, puisque c'est un peu notre corps de métier à Paris. On écrit beaucoup la démarche, on cherche des mots pour expliquer le concept. C'est aussi un vecteur de transmission, d'éducation, parce que je peux être convaincu de ma démarche, mais il faut encore que j'arrive à la faire comprendre, et le dessin est important. Et d'un point de vue de l'investisseur, alors je vais peut-être dire n'importe quoi, je m'en excuse, mais est-ce que une démarche volontariste vers les services publics
d'un point de vue, j'allais dire, financier, enfin investisseur, de parler de création d'emplois, je ne sais pas, via comment dire, un développement plus important, de parler de requalification d'une zone ou d'un immeuble vétus, etc. Est-ce que ça peut être un des sujets qui permet de faire avancer un dossier favorablement? Bon, alors la création d'emplois, pas dans les grandes villes, sur du J'avais bureau. prévenu que je pourrais dire des bêtises. Hein. Non, mais vous avez raison. Mais non, ça peut être utile, par exemple, quelqu'un qui veut faire un bâtiment de logistique, nous a dit que la logistique, on ne pouvait plus en construire, on en construit tous les jours. Mais les villes aiment bien ça, finalement. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, la notion de création d'emploi est très importante quand vous allez construire près d'une petite ville, quelle qu'elle soit en province. Alors, à Paris, c'est pas la même thématique. Par contre, gagner à son propos les différents intervenants dans le consensus qu'on cherche de construire sur un projet nécessite évidemment de donner des choses. Ça veut dire accepter des idées qu'ils peuvent avoir. Et qui, je dois vous dire, notre projet a énormément bénéficié au final de la discussion qu'on a eue avec les intervenants. Mon propos, il est vraiment sur le temps, hein, mais vous l'avez compris. Mais après, qu'est-ce qu'on a donné? Eh ben, je crois que ce qui a changé aussi, c'est que l'ensemble des intervenants ont en commun de vouloir faire des bons produits pour l'avenir dans une démarche écologique, dans une démarche de moindre consommation. Et tout le monde est convaincu sur la même ligne. Donc ça, c'est la partie facile. De dire, on veut tous quelque chose de bien, on veut changer le monde aujourd'hui, tout le monde. Très bien. Alors, ça, on l'aligne et on rajoute les jetons là-dessus. Est-ce que je mets une ferme? Est-ce que je mets un retraitement d'eau? Est-ce que je peux mettre des vitrages qui prennent, comme nous on a mis, parce que vous voyez, le toit, toutes les écailles du toit prennent photovoltaïque. Ça ne rapporte pas énormément, mais ça rapporte un peu. Et c'est la somme de tous ces petits éléments-là qui fait qu'on a un bâtiment avec sur le plan énergétique exceptionnel. Donc ça, on va donner. On va traiter de l'urbanisme, l'amélioration du fonctionnement de l'immeuble. Pour les gens qui travaillent dedans, c'est important quand même. Aujourd'hui, ils tombent sur un mur et puis il faut qu'ils prennent un escalier. Non. Hein, comment fonctionnent les espaces entre eux? La requalification des parties de rez-de-chaussée, c'est très important. Ouais. Alors là, moi j'étais un peu étonné, j'ai découvert des choses. Par exemple, nous, quand j'ai acheté cet immeuble, il y avait un magnifique rez-de-chaussée en pierre de taille. On nous a obligés à mettre quelque chose qui ressemble au traitement des boutiques en bois de Londres, ou je sais pas, du Haussmann autrefois. Moi je trouve que c'est pas terrible, mais enfin, on m'a dit que c'était l'écriture, je trouve pas ça très chic, mais c'est l'écriture de l'époque, et on nous a obligés à remettre, alors qu'il y avait une belle façade en pierre de taille en rez-de-chaussée, quelque chose qui ressemble à une écriture plus boutique. Bon, soit. Des choses comme ça. Voilà, ça se travaille. Il y a évidemment du donnant-donnant, et c'est normal pour arriver à quelque chose qui convainc tout le monde. Okay. Donc on a un dossier qui est bien ficelé, donc on a bien décrit ce qu'on voulait faire. On a une démarche de l'investisseur volontariste de donner aussi à la ville, enfin en tout cas d'apporter une plus-value à la ville. Et ensuite, si on parle techniquement, est-ce qu'il y a des éléments fondamentaux? Pas qu'à la ville, excusez-moi, la création de valeur aussi pour nous, j'ai synthétisé. Elle est aussi pour nos immeubles, prennent plus de valeur s'ils ont un traitement d'eau. D'accord, oui, ok. Donc évidemment, à la fois à la ville, en tout cas à la municipalité, mais aussi pour vous-même et prendre ces idées des services d'urbanisme. Et ensuite, quels sont les fondamentaux techniques? Est-ce qu'il y a des immeubles où on ne peut pas surélever techniquement? Alors on va dire qu'avec beaucoup d'argent on peut toujours, mais est-ce qu'il y a quelques fondamentaux à respecter à la base? On n'est pas des dessinateurs, on est des constructeurs, d'ailleurs les architectes sont assurés pour être des constructeurs, et donc on doit raisonner dans un contexte qui est technique, mais on doit raisonner aussi dans un contexte, on l'a vu, réglementaire et financier. Et que lorsque une surélévation donne un projet sublime, mais qui financièrement ne tourne pas, il ne se réalisera jamais. On n'a pas des mécènes, on a des maîtres d'ouvrage. Nous ne sommes pas des artistes de commande comme à la Renaissance. On est dans un marché, et ce marché, il est lié aux investisseurs qui mettent de l'argent, des locataires qui vont payer des loyers, des collaborateurs qui vont travailler, des entreprises qui vont faire du chiffre d'affaires. Donc toute cette chaîne de valeur, elle se tient en fait. Donc il y a des immeubles qui ne seront pas faciles ou qui seront très coûteux à réhabiliter ou à rénover. On peut se poser la question,
Et on peut défendre l'idée de détruire lorsque ce n'est pas possible, de surélever, alors qu'on a la possibilité de construire haut sur cette parcelle. Il n'y a aucune raison que celui qui a un petit immeuble en bois et plâtre, pas très solide, ne puisse pas valoriser aux yeux de la loi, comme son voisin, sa parcelle. Donc ça, je pense qu'on est dans une réflexion amont au niveau de la faisabilité, où on a des benchmarks de prix. Mais je regarde quoi? Je regarde les fondations, je regarde les fondations, la nature du sol, je regarde la structure, je regarde les avoisinants, c'est-à-dire éventuellement les pignons sur lesquels je viens m'adosser, parce que ça peut être aussi l'immeuble d'à côté qui est en très mauvais état lorsque moi je veux réhabiliter. Donc tout ce contexte, il n'est pas neutre, il fait partie de l'étude de faisabilité, il fait partie des esquisses. Et les esquisses, nous, elles sont chiffrées. Quand un architecte dessine un trait, ça vaut rien. Quand il dessine 2 traits, c'est une épaisseur, ça a tout de suite un coût. Bah, non, quand il dessine un trait, ça coûte quelque chose. Alors ça coûte des honoraires, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Chaque trait coûte cher en travaux, j'ai remarqué. C'est vrai qu'il dessine un trait, ça coûte. 2 traits, ça coûte encore plus cher. Parce qu'on met un produit au milieu. Mais c'est un peu caricatural, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Et donc, c'est fondamental d'avoir conscience, et je parle à mes confrères et mes consoeurs, c'est indispensable d'avoir un bon économiste quand on travaille, qui rassure, qui donne, je dirais, du corps au dessin, et qui nous inscrit dans le marché. Donc, toute cette première analyse, elle donne les grandes lignes de je réhabilite, je démolis, je reconstruis neuf, je surélève ou pas. Je m'étends de façon horizontale, même je vais chercher le tréfonds, parce que même si on avait des salles de réunion ou des bureaux au 3e sous-sol, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas très vivables, nous on a une démarche qui s'appelle Fondamentum, qui valorise le sous-sol. Donc là aussi, on peut arriver à faire rentrer quand même la lumière un peu plus profondément dans les espaces sous le niveau du trottoir, où on ne met plus beaucoup de voitures, parce qu'à Paris la voiture est compliquée, donc on peut mettre autre chose, des services, des commerces, des lieux d'activité, des lieux de détente, mais il faut un peu de lumière, naturellement. Donc toute cette réflexion globale sur la verticalité de l'immeuble et en site urbain, elle se résume souvent dans une bonne esquisse ou une bonne faisabilité, avec des prix en face, pour savoir où on va. Alors ça, c'est effectivement le point de vue de l'architecte technicien. Néanmoins, j'imagine que pour vous, Paul, quand vous faites l'acquisition d'un immeuble qui potentiellement est surélevé, est-ce qu'il n'y a pas des réticences à avoir un investissement en honoraires assez important pour sécuriser une faisabilité technique? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques et à aller sur un investissement avant d'avoir dépensé des honoraires et de se dire, bon, de toute façon, on en fera quelque chose? Ou alors, est-ce que... comment ça fonctionne exactement? On ne part pas quand même dans le blanc. On est tous des gens d'expérience, on est tous localisés. Je m'occupe de l'Europe, mais j'ai des équipes dans chaque pays qui connaissent bien le marché. On sait assez vite, quand on voit un immeuble, on a des petites idées de la manière de le faire. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de notre boulot et de savoir si on est bon dedans ou pas. On doit être capable de dire, ouais, là, il y a des axes de création de valeur ou d'amélioration de l'immeuble. Donc on sait à peu près ce qui est faisable, on connaît une grande majorité des réglementations en cours, etc. Donc de ce fait-là, dès le départ, alors on peut être accompagné par des gens comme vous, ça se fait beaucoup, qui travaillent de manière, j'allais pas dire, qui sont en prise de risque comme nous, à savoir on regarde cette opération, on le regarde ensemble, et si on gagne ensemble. Qui nous permet d'affiner un peu les axes de création de valeur qu'on va faire, notamment, en général ça se passe dans un processus de compétition pour l'achat d'un actif. Avant d'acheter cet immeuble, comme quelqu'un achèterait une maison, est-ce que je peux rajouter des étages, pas des étages, des immeubles? Donc ça, on le fait communément, et une fois qu'on a une idée de ça, l'investisseur va décider si il pense que le produit qui peut être développé sera un bon produit facilement valorisable, s'il est bon pour la chaîne de valeur qu'on veut mettre en place, les intervenants. Je vais vous donner un exemple. Un immeuble sur lequel on peut construire 300 mètres carrés, des plateaux de 300 mètres carrés, on sait bien que c'est difficile, sous un certain nombre d'étages, pour arriver à louer à quelqu'un, il préfère prendre un plateau plat. Bien sûr. Donc c'est pas la peine d'aller monter des étages jusqu'au 10e étage sur des surfaces de 300 mètres carrés, ça ne sert à rien. Donc il faut une certaine amplitude. Voilà, c'est un exemple, peut-être idiot. Mais, il faut une amplitude de projet, de taille pour pouvoir travailler bien. Donc ça, c'est des éléments qu'on regarde. Mais une fois qu'on a fait cela et qu'on a une idée de ce qu'on va faire, à ce moment-là, l'investisseur doit y aller. Il prend son risque.
Alors, il y a quoi comme type de risque? Il y a le coût des travaux, un peu plus ou moins. Le coût de l'acquisition, même, avant les Bah, travaux. le coût de l'acquisition, les jours où on paye, on sait ce que ça vaut. C'est vrai. Mais en tout cas, après, combien il va dépenser de travaux? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'il va arriver à le louer? Aujourd'hui, arriver à le louer à Paris et dans les grandes villes, il y a peu de risques. Le risque est faible. On y arrive toujours, on peut se tromper un peu sur le loyer, mais il y a plus de demandes que d'offres. Bon, donc là, ça va un peu mettre de côté. Il reste le coût des travaux. Alors évidemment, ça, il faut être bien accompagné, il faut avoir un économiste. Et on peut essayer de mettre un promoteur en intermédiaire qui va vous garantir un prix, il va prendre le risque chez lui, ça vous coûtera plus cher. Et puis enfin, il y a le temps, et on revient à mon sujet du départ. Le temps, c'est ce qui nous tue le plus aujourd'hui. C'est le risque le plus difficile à gérer aujourd'hui. Ouais. Je crois, si effectivement je peux me permettre, je pense que effectivement, notre rôle, comme celui de Bruno, c'est effectivement de pouvoir partager ces risques avec vous, dans la mesure où moi je considère que notre rôle de conseil et de manager de projet, c'est aussi de vous permettre de faire des acquisitions et de développer des projets sereinement. Et enfin, avec Bruno, on se connaît bien, donc on est parfaitement en ligne. Et je crois que c'est important effectivement que l'ensemble de la chaîne de la construction puisse prendre conscience que les projets, ils se font que si on est tous main dans la main et qu'on est prêt à partager les risques à différents stades, bien entendu. Mais je pense que c'est important effectivement que tout le monde participe à ces phases. Mais pour nous, votre métier est primordial, parce que imaginez qu'on développe, je vous ai dit, en permanence une trentaine d'opérations, qu'on n'a pas d'équipe technique interne. C'est fait par nos asset managers, qui sont évidemment des bons techniciens dans le domaine, ils s'y connaissent. Mais la partie technique est gérée par des AMO comme vous, et sur toutes nos opérations, qui nous permet de ne pas avoir à s'occuper de la partie technique elle-même. Alors on se dirige tout doucement vers la fin. Il nous reste deux petites questions. La première étant, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil théorique, on va dire, et bien entendu, c'est pas martingale, je le répète, mais pour essayer d'avoir le plus de chances possible d'avoir un avis favorable quand on dépose un dossier. Moi, je dirais que le préalable, moi j'aime beaucoup ça d'ailleurs, c'est on a bien écrit ce qu'on voulait faire, on a commencé l'esquisse et la faisabilité, et on va voir les instances de la ville avec l'AMO, ou même quelquefois avec le maître d'ouvrage, qui librement explique sa démarche. Donc, ce qui fait que tout le monde se réunit autour de la table et tout le monde s'identifie bien. Et ça permet de lever déjà, je dirais dans les grandes lignes, les oppositions fortes qui seront difficiles à contourner, des petites négociations à la marge qui vont permettre justement de faciliter ou de ne pas constituer des blocages. Moi je pense qu'on n'attend pas de déposer le permis pour se le voir refuser. Ça n'existe pas, et si ça se présente, c'est que vraiment la chaîne de travail, la chaîne de décision a fortement bugué à un moment donné. Je pense qu'au niveau de l'esquisse, on peut tout de suite savoir si le projet sera réalisable ou pas, en mettant tout le monde dans la boucle. Et donc il faut investir ce temps dès le début pour aller voir les gens, même quelquefois aller voir certains riverains, certains copropriétaires, certains intervenants périphériques au terrain, pour faciliter, je dirais, cette relation de confiance qu'il faut mettre en place. Pour moi, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on va réussir le pari. Si on attend de déposer et qu'on se dit j'espère, je mets les cierges, j'espère que ça va aboutir, on prend un risque énorme, inconsidéré. Moi, je ne sais pas ce que... Non, mais moi, je vous renverrai bien encore une fois aux vidéos qui avaient été déjà faites précédemment, et il y en a une qui explique très très bien la manière de le faire, ce qui est demandé. Très souvent, on vous demande, un groupe qui vous dit, voilà, haussmannien, on n'y touche pas, alors si vous faites une extension, vous faites du haussmannien intégré, mais pas du pastiche. Alors ça, c'est compliqué, parce que c'est du mais pas du pastiche. Alors, ça peut être des codes, je sais pas. Trouver la solution pour ça. Donc nous, ça a été ce toit en verre qui reprend le toit haussmannien. Je trouve une manière élégante et il y avait moderne. eu les précédents, au Pont-Neuf, Jean-Jacques Horry avait réalisé le Kong, exactement. Mais en dessous, on a quand même rajouté un estage, plus ou moins en pastiche. Après, il y a toute
Il faut absolument apporter une réponse à la problématique de l'économie d'énergie, de l'isolation, du CO2. Et ça, c'est primordial, mais on en est tous d'accord, je crois. Tout le monde veut le faire. Il n'y a pas de débat. Mais il faut trouver une solution qui soit viable et qui apporte un vrai gain. Ça, c'est la deuxième chose. Et je vais poser une dernière question un peu tarte à la crème. En cas d'avis défavorable de l'ABF, Ça n'existe pas, ça. qu'est-ce qu'on fait? L'avis défavorable peut être se faire sur l'esquisse. Si on a attendu au-delà de l'esquisse, c'est que on est une mauvaise équipe parce que moi j'ai eu le contraire. L'ABF sur le 22 Malesherbes était très réticente à cette modification des ouvertures de baies. Et puis finalement, avec des documents qui expliquaient la démarche et qui ont montré que finalement on rétablissait une sorte d'équilibre avec un bâtiment qui avait été surélevé 2 fois. Au deuxième ou au troisième rendez-vous, l'ABF est arrivée en disant mais il y a une logique, ça se défend, c'est recevable. Donc il faut du temps, mais on n'avait pas encore préparé le permis. On avait simplement travaillé sur cette problématique qui était l'ouverture des baies afin de faire coïncider un plancher avec une baie intermédiaire. Et finalement on y est arrivé. Donc un permis qui se voit refermé et renvoyé avec un avis négatif de l'ABF ou des autres, la Commission du Vieux-Paris ou même l'architecte Boyer, c'est une faute professionnelle. Ça ne doit pas exister. Moi, j'ai peu de cas où on n'a pas réussi à trouver une solution. Évidemment, il faut que chacun y mette du sien. Si vous arrivez, vous dites je vais faire une tour ici de 45 étages, et non, ils ne sont pas d'accord, je m'en fous, je pousse, ça ne marchera pas, rien à faire. Mais par contre, si ça rentre dans un cadre d'une discussion et qu'on est d'accord pour jouer, encore une fois, le consensus, on y arrive. Tout le monde veut arriver à une solution, parce que tout le monde est d'accord pour améliorer la ville et le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est pas la partie la plus difficile. Mais chacun défend un peu ses prérogatives et c'est normal. Prévoir du temps, on arrive toujours à la fin à avoir son permis, je crois. Enfin, de mon expérience, je suis sûr que certaines vont m'appeler demain. Certains de mes copains vont m'appeler en me disant mais tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que tu penses de mon permis à tel endroit que j'ai jamais eu? Oui. Non, mais après, on a parlé de consensus tout à l'heure, je crois qu'il faut s'inscrire là-dedans, effectivement. Encore une fois, il y a des endroits bien plus difficiles en termes d'autorisation à obtenir. D'autres pays, d'autres villes, où c'est encore plus complexe parce que plus politique. Ou parce que la législation n'a pas traité le sujet. Ouais, enfin là, il y a des endroits où c'est pas traité, donc voilà, chez nous en France. Hein, oui, c'est bon. Par contre, pour répondre à votre question, si vous avez un avis négatif, c'est pas la peine d'aller le chercher. Hein, ça va vous prendre tellement de temps. Il faut aller voir le préfet. Enfin, nous, ça nous est déjà arrivé de discuter avec le préfet en amont, mais dans un doute, ça peut arriver. C'est-à-dire d'aller voir quand même le préfet et de lui dire bon, il y a cette décision qui risque d'arriver, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut en parler avec un plus grand périmètre? Ça peut se faire. Il a reçu un accueil positif Bien sûr, parce que le préfet n'est pas là il est là pour essayer de comprendre. Ça peut arriver que quelqu'un se trompe, que ce soit l'investisseur, les bâtiments de France. Alors, je vous propose, pour les 7-8 minutes qui nous restent, de répondre à quelques questions qui ont été posées. Donc je m'excuse à l'avance, on ne répondra pas à toutes les questions. La première question, c'était est-ce qu'il y a un type de bâtiment qui est plus adapté qu'un autre aux surélévations et une technique de surélévation qui est plus facile à mettre en œuvre? Moi, j'ai pas de dogme, j'ai pas de réponse. Je pense que tout sujet particulier peut être traité. Je parlais du pan de bois et du plâtre tout à l'heure, mais je peux imaginer et avoir des références avec Herzog et de Meuron pour des bâtiments en briques. Je pense qu'il n'y a pas de stéréotype du bâtiment qu'on peut surélever ou du bâtiment qu'on peut réhabiliter ou rénover. Chaque bâtiment présente un cas particulier, il faut en tirer le meilleur profit. Alors la surélévation, elle sera en métal, elle sera en bois, elle sera en béton, en verre, qu'importe, mais c'est le résultat qui doit être envisagé. Mais il n'y a pas de plan type, surtout pas, et heureusement. Alors, dans quel cas une surélévation est impossible, hors contrainte d'urbanisme? Après, il y a évidemment des histoires de structure de départ, les immeubles en bois, ou des fondations pas bonnes. Où là,
techniquement, oui, on pourrait faire quelque chose, mais ça devient tellement coûteux, quoi. Autant dire, ça revient à dire que c'est pas possible. Donc il y a des immeubles pour lesquels c'est pas possible, parce que ça coûte très... Le rapport investissement-retour vaut pas le jeu. C'est un binôme Oui. technico-économique qui rend impossible Oui, l'opération. ou d'ergonomie. Tu disais tout à l'heure 300 mètres carrés, si on fait un empilement de 300 mètres carrés, ça va être en fait une contrainte de commercialisation. Là, on se rend très vite compte que c'est pas parce qu'on a le droit qu'il faut les construire, parce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir les louer. Mais le meilleur pour répondre, c'est peut-être le maître d'ouvrage. Qu'est-ce qu'il pense, le maître d'ouvrage Non, mais je vous rejoins. C'est-à-dire que clairement, il y a un moment l'équation économique. Maître d'ouvrage, Oui, mais on se voit comme maître d'ouvrage, Ouais, on fait un binôme avec le maître d'ouvrage. Clairement, non, il y a économiquement, quand j'ai presque le coût des travaux ou le coût de création de surface, il devient supérieur à la valeur vénale de la surface, bien entendu qu'il n'y a plus d'intérêt. Donc, sachant que le coût de travaux s'additionne toujours à un coût d'acquisition, c'est là où un temps de portage, et donc je rejoins un peu Bruno effectivement sur la notion de technico-économique où à un moment, techniquement on sait tout faire. On peut ouvrir un mur porteur, on peut surélever, on peut faire de la reprise en sous-œuvre. J'ai envie de dire, sauf cas exceptionnel où j'en sais rien, on a le métro en dessous ou quelque chose comme ça. Sinon techniquement, il y a peu de choses qui sont impossibles. Donc ça veut dire que finalement on en revient toujours à une équation économique de se dire à un moment c'est plus raisonnable de développer de la surface ou d'améliorer la surface si on en revient à Haussmann où il n'y a plus de création de surface parce que le coût de travaux est trop important. Donc clairement aujourd'hui c'est le vrai sujet. Dernière question alors, qui est un peu, je vais pas dire polémique, mais on recherche l'optimisation, c'est est-il possible de déposer un permis de surélévation en habitation et ensuite de le transformer en bureau en payant bien entendu la commercialité, mais... Est-il possible de surélever un immeuble de logement et ensuite de transformer la surface obtenue dans le permis en logement en bureau? J'imagine qu'on pense à la SPE, secteur d'habitat renforcé à Paris et autres. Mais... Ça me paraît un peu délicat dans ce sens-là. Je le ferai autrement, mais... Les règles de compensation et la situation du bâtiment où la problématique se pose, elle est variable dans Paris, l'Est parisien par rapport à l'Ouest parisien. Les dispositions ne sont pas les mêmes. Il y a la DRIEA qui aura son mot à dire, il y a le PLU, la compensation, 1 mètre carré pour 3 mètres carrés, dans certains quartiers, fait que l'affaire est complexe. Alors si l'immeuble lui-même est en bureau et qu'on rajoute une extension en logement pour le transformer après, c'est serré, il faut jouer à un certain timing. Il y a des manières de le faire si c'est fait, et je pense... C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais il faut le faire d'une certaine manière. Peut-être en timing, mais voilà. Alors je vais poser une dernière question qui repose sur cette question. Est-ce que c'est plus facile d'obtenir un permis pour surélever en habitation qu'en bureau? Ouais, clairement. Ouais. C'est plus facile de déposer un permis pour du logement. Dans Paris. Voilà, dans Paris. Par contre, l'inverse, on parle beaucoup de compensation, c'est-à-dire parce que c'est très embêtant. Vous avez un immeuble de bureau avec une ancienne loge. Ça bloque tout l'immeuble. Il faut compenser ça. Oui, tout à fait. Donc racheter quelque part du bureau qu'on retransforme. L'idée est bonne. Mais d'abord, maintenant le prix c'est 2. C'est-à-dire si vous compensez 1 mètre carré, il faudra créer 2 mètres carrés de logement. L'idée n'est pas idiote, mais c'est compliqué à faire. Très compliqué à faire. Alors on va conclure là-dessus, sur une note positive, c'est plus facile en logement. Voilà. C'est plus facile en logement, ça tombe bien, on en a besoin en ce moment. Merci beaucoup en tout cas Bruno, merci beaucoup Paul pour ce premier live. Je précise que nous n'étions pas masqués parce que nous respectons les distances sanitaires. Donc j'espère que ce premier live vous a plu. Il en appelle d'autres bien entendu sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser en tant qu'investisseur ou technicien du bâtiment. Et il me reste juste à vous dire au revoir et à la prochaine fois.